Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un seul et unique chapitre du chef-d'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. C'est un texte qui nous met dans la tête d'un homme qui attend ses dernières heures avant la guillotine. Et ce chapitre 25, il est très court, mais il concentre à lui seul toute la brutalité de la déshumanisation. Allez, on regarde d'un peu plus près comment Hugo construit ça. Voilà, le chapitre démarre comme ça, de manière sèche, directe. Pas de fioritures, pas de mise en contexte, on est tout de suite plongé avec le narrateur dans son enfermement. Un espace qui est défini par ce qui manque. Franchement, comme entrer en matière, c'est d'une efficacité redoutable. Alors, d'abord, Hugo nous fait vraiment ressentir la réalité physique de cette cellule. Ce n'est pas juste une pièce, non, c'est en train de devenir tout l'univers du condamné. Voyons voir un peu les détails. Tout part des murs. Hugo précise bien qu'ils sont nus. Et ça, ce n'est pas un détail. Sans rien pour accrocher le regard, la pensée est condamnée à tourner en boucle sur elle-même. C'est une prison physique, bien sûr, mais qui devient tout de suite une prison mentale. Ensuite, il y a la fenêtre. La fenêtre, qui d'habitude est un symbole d'espoir, d'ouverture sur le monde, eh bien là, Hugo la transforme en son total contraire. Ce n'est plus qu'une grille, une barrière de plus. Et il insiste, beaucoup de barreaux. Ce n'est pas juste une description, c'est le poids de l'oppression qui s'accumule. Et pour finir, la porte. Évidemment, elle n'offre aucune échappatoire. C'est une barrière, un mur de plus. Et Hugo martèle encore, beaucoup de verrous. 4 murs nus, beaucoup de barreaux, beaucoup de verrous. On la sent bien, cette accumulation, n'est-ce pas? C'est une cage qui est en train de se refermer, pièce par pièce sur le narrateur. Et pourtant, même dans cet environnement complètement écrasant, le narrateur va tenter quelque chose d'assez poignant. Il va essayer de réclamer un minimum, une parcelle de dignité humaine, un semblant de vie normale. Ce qui est fou, c'est de voir à quel point ces demandes sont simples, en fait. Ce ne sont pas des luxes, loin de là. Ce sont les outils de base de la vie. Un endroit pour s'asseoir, pour penser, pour travailler, pour se reposer. Chaque objet qu'il demande, c'est une tentative de se reconstruire en tant qu'être humain, et pas juste comme un condamné. Et c'est là, dans la réponse à ces demandes, qu'on va toucher au cœur du chapitre. Cette déshumanisation totale du prisonnier par le système. Voilà, c'est ça. C'est la pensée que le narrateur devine dans le regard du guichetier quand il demande un lit. Cette question, même si personne ne la prononce à voix haute, elle est d'une violence. C'est dévastateur. Ça ne lui refuse pas seulement son futur, ça lui refuse même le droit au plus simple confort, ici et maintenant. Et c'est là qu'on touche vraiment au nœud du problème. D'un côté, on a un besoin humain de base, se reposer, être digne. Et de l'autre, la logique froide administrative de la machine judiciaire qui se demande juste à quoi bon s'embêter. Pour l'homme, c'est une question d'humanité. Pour le système, c'est juste une question d'utilité. Et c'est précisément ce décalage que Hugo dénonce. On pourrait se dire que c'est bon, on a touché le fond de l'oppression. Eh bien non. La dernière couche de déshumanisation n'est pas faite de pierre ou de métal, non. Elle est faite de la présence constante d'un autre être humain. Le système finit par lui accorder le lit, ce petit bout de confort. Mais c'est pour mieux lui reprendre autre chose juste après. La dernière chose qui lui restait en fait, son intimité. Il ne peut même plus être seul avec ses propres pensées. La cellule n'est même plus sa chambre, c'est devenu un lieu de surveillance permanente. La question que le narrateur se pose, elle est terrible d'ironie. Elle montre toute l'absurdité cruelle de la situation. On lui refuse le droit de choisir sa propre fin, on le garde en vie à tout prix, mais pourquoi? Uniquement pour pouvoir le tuer eux-mêmes, de façon officielle, à l'heure dite. Cette ironie tragique, c'est l'un des arguments les plus puissants d'Hugo contre la peine de mort. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Face à tout ça, pourquoi est-ce que le narrateur insiste tant pour avoir une table et de quoi écrire? Qu'est-ce que ça peut bien changer? Eh bien écrire, ici, ça devient l'acte de résistance ultime. C'est sa façon de crier « Je suis encore là ». Je suis une conscience, une pensée, pas juste un corps que vous allez détruire. C'est refuser d'être réduit à un numéro de dossier qu'on va bientôt archiver. C'est la preuve qu'une part de lui reste et restera absolument libre. Et Hugo nous laisse sur cette question. Une question absolument fondamentale. Il nous oblige à nous demander où se trouve la véritable punition. Est-ce que c'est dans la sentence de mort elle-même, ou est-ce que c'est dans ce processus méthodique et froid qui consiste à dépouiller un individu de tout ce qui fait de lui un être humain, heure après heure, avant le coup final? C'est cette question qui rend ce chapitre, si court soit-il, si incroyablement puissant et terrifiant.